Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Relance de l'économie à travers la société MIBA. Mesdames et messieurs, au cœur de la plénière de ce mercredi 12 octobre 2022, nous sommes en direct de la Chambre haute du Parlement. Vous allez suivre d'abord le début de cette séance plénière et ensuite Madame la ministre d'État Adel Kaïnda qui va faire son entrée juste pour éclairer l'opinion par le représentant du peuple sur la relance de cette entreprise minière, mais également basée sur les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Merci pour votre attention. Suivez les déroulements de cette séance plénière ici au Sénat et on va y revenir après. Ainsi qu'au règlement intérieur en ses articles 160, 161, 163 et 164. J'ai l'honneur de vous adresser la question orale avec débat mentionné afin d'éclairer le peuple congolais à travers ses représentants au Sénat sur la problématique de la relance toujours attendue de la société minière de Bakwanga-Miba. Madame le ministre, par le passé, la minière de Bakwanga-Miba était l'un des fleurons de l'économie nationale et bien comme moteur dans une misère très prononcée et eux à la base de l'exode rural massif des Kassaïens vers les autres provinces comme le Katanga et Kinshasa. Ce que nous déplorons, alors que le Grand Kasaï regorge aussi d'importantes réserves minières et des terres arables pouvant booster l'économie et épargner la population de cette souffrance criante. Madame le ministre, malgré tous les cris de détresse lancés envers le gouvernement de la République par la population de la province du Kasaï oriental au gré de la grande campagne pour proposer un plan de restructuration et de la relance de la MIBA en vue de sa réhabilitation, sa refondation et sa réforme en l'entreprise holding, et cette démarche va surmonter l'obstacle de la faillite certaine de la MIBA. Madame le ministre, la population du Kasaï oriental a l'impression que vous, gouvernement de la République, demeurez insensible ou impuissant face à cette situation de la relance de la MIBA, qui touche des millions de Congolais vivant au Kasaï. C'est pourquoi je vous demande d'éclairer le Sénat, chambre haute du Parlement, sur la problématique de la relance de la MIBA en répondant aux questions suivantes. 1. Quel est l'état des lieux de la MIBA en ces moments? 2. Quelle est la politique du gouvernement de la République ainsi que ses objectifs au sujet de la relance de la MIBA? Petit A. Comment améliorer l'outil de production? Petit B. Comment sécuriser l'outil de production? 3. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour faire face au passif de la MIBA dans son plan de sa relance? Petit A. Que faire pour apurer les arriérés de salaire de ses agents et s'acquitter des fournisseurs de matériel de l'entreprise? 4. Quel est le montant de la dette de la MIBA vis-à-vis des tiers? Madame le ministre, par ces préoccupations mieux interrogées, le peuple congolais attend aujourd'hui vos réponses dans l'espoir d'éclairer sur l'imminente question de la relance de la MIBA. Honorable président du Sénat, honorables membres du bureau, honorables sénateurs et chers collègues, telle est l'économie de ma question orale avec débat adressée à son Excellence, Madame le ministre d'État, ministre du portefeuille, j'ai dit. Merci beaucoup, chers collègues.
Chers collègues sénateurs, vous venez de suivre la question orale. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'entrée maintenant de la ministre d'État en charge du portefeuille national de la République démocratique du Congo, Madame Adèle Kainda. Nous allons vous laisser d'abord le temps de suivre son exposé en rapport avec la question orale avec débat qui lui a été adressée par le sénateur Ogi Ilunga, ici en direct de la Chambre haute du Parlement. Suivons d'abord nos commettre l'exposé de la ministre d'État, mais également la préoccupation du sénateur de la province du Kasaï. On va juste y revenir après. À Madame la ministre d'État, ministre du portefeuille, pour y répondre. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur, c'est pour moi un grand honneur de me présenter ces jours devant votre auguste assemblée à l'invitation de l'honorable président du Sénat qui m'a transmis par sa lettre numéro 503 par cap PDT Sénat MBL RMD EBD 2022 du 3 octobre 2022, la question orale avec débat de l'honorable sénateur Ogi Ilunga sur la relance de la minière de Bakwanga en cycle IBA. Avant toute chose, je voudrais rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu vivant, maître de temps et de circonstances, par son Fils Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, et sous la mouvance du Saint-Esprit, pour cette occasion qui m'est offerte de m'exprimer devant la Chambre haute de notre Parlement. Je remercie également l'honorable président du Sénat pour son invitation et l'honorable sénateur Ogi Ilunga, auteur d'une question orale avec pour sa pertinente préoccupation ainsi que tous les honorables sénateurs pour l'opportunité qu'il me donne aujourd'hui d'éclairer la lanterne de l'opinion nationale à travers votre auguste assemblée sur la situation réelle de la Nord. Honorables sénateurs, les élus des élus, votre invitation, votre question orale avec débat, ainsi que votre présence dans cette salle traduisent à suffisance les soucis de tous les honorables sénateurs de chercher inlassablement les voies et moyens possibles en vue de relever l'économie nationale et partant améliorer le bien-être de la population congolaise en général et celle du Grand Kasaï en particulier. D'entrée de jeu, qu'il me soit permis de relever que la société minière de Bakwanga est bel et bien au cœur des préoccupations et de la volonté d'agir de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. C'est donc sur son instruction que le COPIREP, organe technique placé sous ma tutelle, a élaboré un plan de relance de cette société. Ce travail déjà adopté au niveau de mon ministère dresse un état des lieux exhaustif de la MIBA et propose des pistes stratégiques pour redresser ces géants, jadis un des flairons de notre économie, en vue d'assurer sa relance sur des bases saines et durables. Les mêmes préoccupations sont aussi portées par les gouvernements conduits sous le clairvoyant leadership de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama. Pour ma part, c'est à l'issue de la revue du portefeuille organisée sur le 2 juin 2021 que j'ai pu me rendre compte, après la présentation de la MIBA, de la gravité de ces difficultés. En effet, il avait été clairement démontré
que sa situation a commencé à se dégrader à partir de 1999. Honorable sénateur Éric Ezengi, dans le cadre de l'amélioration des mobilisations des recettes des entreprises publiques, le Sénat a mis sur pied une commission spéciale d'ECOFIN élargie, devant laquelle je suis passé pour évaluer avec les honorables sénateurs, membres de l'ECOFIN élargie, les performances des entreprises du portefeuille et des efforts à entreprendre en vue d'améliorer les budgets publics. La session de septembre est une session budgétaire. Cet après-midi, donc ce jour, je serai de nouveau devant la commission ECOFIN pour évaluer les performances réalisées par les entreprises du portefeuille, en même temps que je suis devant vous pour aborder la question spécialement en ce qui concerne le cas de l'année. Les budgets de l'an dernier étaient arrêtés à 11 milliards de dollars américains et celui que vous allez débattre au cours de cette session est projeté à 14 milliards. Ceci pour vous dire que le travail du Sénat n'a pas été vain. Et je voudrais à cette occasion féliciter votre Chambre et saluer les sacrifices consentis au cours de cet exercice en effectuant des missions dans les 26 provinces en vue de sensibiliser les gouvernements provinciaux au civisme fiscal et à la mobilisation des recettes de l'État. C'est pour démontrer les efforts remarquables consentis par les entreprises du portefeuille à l'amélioration du budget de l'État que j'évoque cet aspect en passant. J'ose espérer que les élus pourront donner des moyens dans le budget présent pour relancer les autres entreprises publiques en difficulté pour qu'elles puissent être utiles à leur vie. Ceci étant dit, je voudrais passer au premier point de mon exposé pour vous présenter brièvement la MIBA. Bref historique. La société minière de Bakwanga-Liba est une SA dans laquelle l'État congolais détient 80% d'actions et 20% détenus par la CIBECA, un conglomérat créé pour la promotion des activités industrielles dans le Grand Kassai, qui allait de Bangville à Katongola ou à Mudunena, et qui avait décidé de dévier la voie ferrée qui devait passer par Gandajika via Mbujimayi pour arriver à Lusambo, le chef-lieu du Grand Kassai, jusqu'en 1950. Celle-ci était une société de droit belge et est devenue depuis 2017 de droit chinois sous la dénomination Asagro Ressources. Il a été pendant longtemps l'unique entreprise minière nationale qui produisait industriellement des diamants et fut aussi le poumon de l'économie de deux provinces du Kassai. Comme renseigné plus haut, jadis deuxième fleuron des entreprises minières du portefeuille de l'État, après la Chicamine, la MIBA est en sérieuse difficulté. Ces difficultés résultent non seulement de la gestion de la MIBA en elle-même, mais aussi de l'instabilité de l'environnement sociopolitique charrié par la crise et les situations politiques que notre pays a connues depuis 1997. Malgré la sonnette d'alarme tirée par la CEDICA en 2002, au point qu'elle avait décidé de se retirer de la gestion pour rendre en 2007, ces difficultés se sont dramatiquement aggravées, au point où la MIBA avait cessé de produire en novembre 2008. Il est important de noter qu'en 2005, Unicor, filiale de l'ancienne Société Générale de Belgique, avait vendu la CIBECA à Moana Africa. L'État congolais actionnaire majoritaire n'avait pas approuvé cette vente au motif d'en avoir pas été préalablement informé et que la MIBA avait été sous-évaluée.
Fin 2006, après avoir constaté que la situation de la société s'est dégradée au fil des mois, entraînant notamment et principalement la réduction drastique du capital social de 112 millions de dollars américains à 103 millions de dollars américains, 53 millions de dollars américains, la CIDECA avait proposé à son partenaire majoritaire, l'État congolais, de financer la relance de la société à concurrence des 150 millions de dollars américains répartis comme suit. 75 millions de dollars américains au titre d'augmentation de sa participation dans le capital social, laquelle devrait passer de 20 à 40% après évaluation de la société aux conditions qui devraient être fixées de commun accord. 75 millions de dollars américains de fonds de roulement en vue d'assurer la réussite de la relance et de garantir le remboursement de 75 millions de dollars américains des fonds de roulement. La CIDECA avait souhaité reprendre la gestion quotidienne de la société, ce qui devrait forcément amener les deux parties à amender les protocoles d'accord qui les lient. L'État avait rejeté cette offre et instruit la direction générale de rechercher d'autres sources de financement. Celle-ci obtiendra 11 millions de dollars américains de la Rouban et une promesse de financement de 114 millions de dollars américains de deux banques sud-africaines, DBS et AIC, sous la conduite du groupe AIC. Les rejets de l'offre de la CIDECA avaient davantage exacerbé sa relation avec son partenaire et le non-aboutissement des négociations avec les banques sud-africaines avait renforcé la dégradation de la société, de la situation de la mine. Comme réhabiliter et sécuriser son étude de production et enfin relancer sa production industrielle. Les préoccupations de l'honorable sénateur Ogi Ilunga dans sa question orale avec débat sont les suivants. 1. Quel est l'état des lieux de l'AMIBA en ce moment? 2. Quelle est la politique du gouvernement de la République ainsi que ses objectifs au sujet de la relance de l'AMIBA? A. Comment améliorer l'étude de production? B. Comment sécuriser l'étude de production? 3. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour faire face au passif de l'AMIBA dans son plan de relance? 4. Que faire pour attirer les arriérés de salaire de ses agents et s'acquitter des dettes des fournisseurs des matériels de l'entreprise? 5. Quel est le montant de la dette de l'AMIBA vis-à-vis des tiers? De manière générale, ces préoccupations tournent autour des 3 points principaux que je vais développer tout à l'heure et à travers lesquels toutes les interrogations de l'honorable sénateur Ogi Ilunga trouvent des réponses appropriées. Ces points sont les suivants. 1. L'état des lieux exhaustif de l'AMIBA. 2. La politique et la stratégie du gouvernement pour assurer la relance de l'AMIBA. 3. Un résumé du plan stratégique de relance de l'AMIBA. 1. État des lieux exhaustif de l'AMIBA. Pour envisager sa relance en toute connaissance de cause, un diagnostic complet et exhaustif a été posé sur l'AMIBA, sur le plan juridique, géologique, technique, opérationnel, des approvisionnements et de gestion des stocks, commercial, financier, organisationnel et sécuritaire. Sur le plan juridique, en ce qui concerne particulièrement ces titres miniers,
l'AMIBA possède des concessions minières disséminées dans tous les Grands Kasaï et les Lualaba, couvertes des 71 titres miniers, dont 45 permis de recherche et 26 permis d'exploitation. Contre l'AMIBA, les créances dues à la suite des différentes condamnations s'élèvent à plus de 100 millions de dollars américains. Honorables sénateurs élus de Québec, en résumé, la situation de l'AMIBA est très préoccupante sur tous les plans. Cette situation a commencé à se dégrader depuis plus de 30 ans, faute d'investissements, de renouvellement et de modernisation et à cause d'événements politiques et sociaux qui ont conduit la détérioration du tissu économique industriel du pays et à la faillite de plusieurs sociétés. Toutefois, l'AMIBA garde des atouts importants qui militent pour sa relance. Ces atouts sont notamment ses immenses réserves géologiques, l'existence d'un marché sûr et le savoir-faire de son personnel. Honorables sénateurs élus des élus, quelle est la politique et la stratégie du gouvernement pour la relance de l'AMIBA? Politique et stratégie différentes. Malgré plusieurs interventions du gouvernement passées pour élever l'AMIBA, aucun résultat palpable n'a pu être enregistré. La situation de cette dernière continuant à s'élever. Conscient de la gravité de la situation, le gouvernement de la République a pris la résolution d'aborder ces points en premier lieu par une analyse profonde des mots qui rongent l'entreprise telle que je viens de les relater aux élus des élus, et sur cette base élaborer un plan de relance réaliste et faisable qui intègre toutes les mesures urgentes et à moyen terme dont la conjonction amènera aux résultats escomptés. Le gouvernement, dans son programme d'action, pilier 5, axe 122, s'était résolu à trouver rapidement des solutions aux problèmes qui gênent la relance des entreprises publiques dans l'AMIBA. La vision du gouvernement pour le cas de l'AMIBA, c'est d'en faire une nouvelle société industrielle de production minière, moderne et rentable. Cette nouvelle MIBA devait centrer son activité sur la production de diamants, voire d'autres produits miniers. Pour ce faire, il avait été adopté un schéma stratégique qui consiste à la certification des réserves, l'élaboration d'un plan de relance et la restructuration de la société. Et comme je l'ai dit tout au début, sur instruction du président de la République, chef de l'État, un plan de relance de l'AMIBA a été élaboré et se trouve en discussion au niveau du gouvernement pour notamment lever l'option adéquate de financement. Ce plan est accompagné d'un plan d'investissement étalé sur 3 ans et évalué à 161 785 822 dollars américains, dont 35 315 469 pour la première année. Ces investissements, modernisation et le renouvellement des équipements et matériel minier, du matériel de transport, du personnel, du matériel informatique et bureautique, du système de sécurité et de protection des centrales hydroélectriques de l'AMIBA et réseaux associés, ainsi que d'autres matériels et équipements nécessaires à l'exploitation. Ces plans d'investissement précèdent d'un nouveau modèle minier adopté dans le cadre du plan de relance. Humblement, par ma réponse devant votre audience, avoir rencontré les préoccupations exprimées par l'honorable Oji Ilunga
à qui je réitère mes remerciements. Comme vous l'avez constaté, le gouvernement prend à cœur la situation de la MIBA. Cette entreprise qui nous est tous chère et a pris des dispositions utiles pour sa relance sur des bases saines et durables. Le gouvernement s'attelle maintenant à définir un montage financier et douane pour pouvoir réunir les moyens nécessaires à l'exécution du plan de relance de cette entreprise. Je sollicite de ce fait votre accompagnement, honorables sénateurs, pour la réussite de cet ambitieux exercice, étant donné les rôles axial que joue la MIBA dans l'espace Kasaï en particulier et dans l'économie nationale en général. Je vous remercie pour votre aimable attention et me tiens à la disposition de votre Assemblée à toute fin utile. Merci beaucoup, Madame la ministre d'État. Au portefeuille, vous aurez gagné votre place. Chers collègues sénateurs, vous venez de suivre les réponses de Madame la ministre d'État au portefeuille à la question orale lui adressée par notre collègue Ilou Machikila. J'ouvre le débat conformément à l'article 63, alinéa 2 de notre règlement intérieur. Que ceux qui veulent intervenir se fassent inscrire. Remercier notre collègue Boki Lunga qui a tenu à présenter, qui nous permet d'intervenir à ce débat. Je remercie aussi Madame la ministre d'État pour son exposé, pour son brillant exposé. Je me trouve tout de même dans l'obligation de relever certains faits. Boki Ilunga, par sa première question, il a dit quel est l'état dédié de la MIBA. J'ai vu que la réponse de Madame la ministre d'État est bien détaillée, mais il aurait dû présenter ça à grande masse bilantaire, puisqu'ici, nous sommes en train d'analyser la situation d'une entreprise commerciale. La MIBA SA est une entreprise commerciale qui est régie par les lois WADA. Quand je prends les sources parmi les différentes solutions proposées par Madame la ministre d'État, je suis bien à la page 18 de son exposé. Pour permettre en aide ces plans de relance sont notamment la créance MIBA sur l'État, dont 47 millions de dollars américains. La réalisation de certains actifs, les prêts d'actionnaires, les emprunts auprès des institutions financières, bancaires et non bancaires, les emprunts obligatoires, l'augmentation du capital, le partenariat et les joint ventures. Ça, ce sont des notions importantes, mais il me paraît trop théorique pour les cas d'espèce. En effet, Madame la ministre d'État aurait dû présenter les masses bilantaires dans lesquelles nous aurons à vérifier ces affirmations sur notamment la créance MIBA de 47
mais elle est compensée par la dette de MIBA de 37 millions que la MIBA doit aussi à l'État. La réalisation de certains actifs, il s'agit de quels actifs qui pourront être réalisés et leur prix vénal éventuel. Les prêts d'actionnaires, ça j'ai un peu de doute. Dans les entreprises, les prêts d'actionnaires ne viennent que lorsque les fonds propres sont positifs. Mais ici, j'ai vu à son disposé que les fonds propres sont négatifs. Donc, il n'y a pas ce qu'on appelle attractivité des actionnaires à venir à la vie. J'aimerais que Madame la ministre d'État puisse nous dire les fonds propres étant négatifs, quelle est la conséquence juridique de l'existence de cette société. Le quatrième point, les emprunts auprès des institutions financières, bancaires et non bancaires. Non, mais quand les fonds propres sont négatifs, je ne vois pas comment les institutions financières, bancaires et non bancaires puissent apporter des fonds à l'avenir. Sinon, nous aurons peut-être des petits fonds à mettre. C'est comme si nous prenions des petites graines de sel pour mettre dans une casserole, dans une grande casserole de Koundou, et ça ne donnera jamais. Les emprunts obligataires. Bon, les emprunts obligataires, on les donne que lorsque l'entreprise a une compétitivité, c'est-à-dire lorsque le coût de production est inférieur au prix de vente. Mais ici, nous sommes dans une situation où le coût de production dépasse le prix de vente. Donc c'est hypothétique cette approche. L'augmentation du capital, c'est une solution. L'État congolais détient 80% du capital. Cela veut dire que l'État congolais, il faut d'abord déterminer la valeur de la MIBA avant de déterminer quelle est la quantité que l'État congolais pourra emmener. Mais est-ce que l'État congolais a suffisamment de l'argent pour ce faire? J'ai des doutes. Madame la ministre d'État pourra nous éclairer davantage. Le partenariat est 20-28. Ok, mais c'est la même chose avec quasiment les emprunts obligataires. Il y a des doutes. J'ai dit. Note que l'intervention de Madame la ministre d'État s'assied sur un éventuel rapport d'audit. Elle s'est basée essentiellement sur un rapport d'audit qu'elle venait de lire. Le pouvoir agit. Madame la ministre, la dette est évaluée à 392 932 937 $, contre un premier apport, si vous voulez relancer, à 161 725 822, soit 41%. Le coût global d'apport, d'après les informations de données, est de 453 423 650, pendant que les déficits vont continuer à gonfler ces dettes, parce que ces dettes-là vont augmenter d'année en année. Ce que je voulais savoir, je me rends compte que les charges sociales sont exorbitantes. Vous avez semblé parler de 98%, peut-être que j'ai mal entendu. Et les semblants de pistes de relance sont insignifiantes.
Il me revient de poser un certain nombre de questions. Est-ce que Madame la ministre d'État peut nous donner la hauteur annuelle des charges d'exploitation? Ça c'est un. De deux, quelle est la hauteur de cumul annuel des charges sociales? Si les charges dépassent 30%, c'est une peine perdue. Les charges ne peuvent pas dépasser 30%. Lorsqu'elle interviendra, elle nous dira si c'est en dessous ou pas. Mais en lisant, en parcourant tout ce que je suis, les charges sociales sont au-delà de 30%. C'est une peine perdue. Quelle est la hauteur de dette annuelle progressive? Parce que chaque fois qu'on évolue d'année en année, cette dette-là n'est pas fixe, elle va augmenter. Elle a parlé de seuil de rentabilité sans nous donner l'indice. Effectivement, l'entreprise peut être relancée ou pas. Parce que dans cette réponse, on retrouverait également les seuils de rentabilité. Je voudrais aussi que Madame nous dise sur liste pour regrouper ces libéraux. Je ne la vois pas, je ne vois aucune piste. Est-ce qu'il faut un apport à l'industrie ou un apport foncier? Mais en définitive, je me rends compte que c'est une banqueroute. Tout ce qu'elle voudra faire par rapport au rapport d'audit qui nous est lu, je ne vois aucune piste de solution. Je profite de la situation pour aborder une question complémentaire par rapport à sa fonction de ministre d'État chargée de portefeuille, parce que c'est elle qui gère administrativement les entreprises du portefeuille de l'État. Et là, je suis sur son décret numéro 13/055 du 13 décembre 2013 portant statut de mandataire public dans les entreprises du portefeuille de l'État. C'est la continuité de l'affaire de l'État, c'est pas elle qui a signé, mais elle est responsable du portefeuille à signer. Je suis à l'article 5. Mandataire par rapport à la direction générale. Notez, si vous lisez l'article 11 de ce décret, vous vous rendez compte qu'on doit tout à la direction générale. On doit tout à la direction générale. Et que les mandataires non actifs n'ont que les jetons de présence. Essentiellement les jetons de présence, c'est-à-dire s'il n'y a pas de conseil d'administration, le conseil d'administration n'a pas de travail à faire et que le conseil d'administration va pleurnicher devant la direction générale pour se faire payer. Et il est des entreprises où les directeurs gagnent plus que le président du conseil d'administration. Parce que le président du conseil d'administration ne peut avoir de rémunération que s'il y a gestion de présence. Et pour qu'il y ait gestion de présence, il faut qu'il y ait les sessions du conseil d'administration. À cette allure, à supposer que les administrateurs n'aient pas autre chose que la fonction d'administrateur, ce sont des mendiants. Par rapport à la hauteur de leur signature, ils engagent l'entreprise. C'est eux qui représentent l'État dans cette entreprise et que malheureusement, ils n'ont aucune rémunération. C'est-à-dire qu'ils vont vendre leurs signatures, pousser les administrateurs à vendre les signatures. Nous sommes dans des entreprises où les administrateurs se font corrompre par les directeurs pour qu'ils ne soient pas sanctionnés ou pour qu'ils connaissent, pour qu'ils aient des promotions. Et ce sont des cas réels, simplement parce que les mandataires non actifs ne sont pas bien rémunérés. Ce décret qui a été pris en 2013, le pouvoir passé n'a jamais appliqué. Nous avons plusieurs mandataires dans cette salle. C'est dans une entreprise. Donc, comme c'est le ministre portefeuille qui signe. Elle a aussi donné le plan de relance. Mais après son exposé, il me revient à dire que c'est un état délié même de MIBA. Et
avec toutes les questions ou toutes les préoccupations que j'avais voulu la soumettre. Elle a presque tout brossé, mais j'ai juste une seule préoccupation en suivant religieusement le militaire. Ma préoccupation est celle de savoir, honorable président, selon les informations à notre possession, la moitié des agents de la MIBA ont l'âge très avancé à la retraite. Que pense le gouvernement pour la retraite de ces vieux agents qui ont servi éventuellement la nation, l'État congolais, pendant plusieurs années, et l'engagement de la jeunesse qui s'avère impérieux. Merci beaucoup, honorable président. À la 4e année du mandat, et donc nous allons vers la fin du quinquennat, et moi je suis plus préoccupé par les résultats. Parce que ce sont ces résultats-là que notre population veut voir. Et c'est de cette manière-là que peut-être il y a eu beaucoup de préoccupations intéressantes dans le même sens. Peut-être que la ministre prochainement, quand elle pourra répondre, elle pourrait essayer de nous éclairer par rapport aux résultats que son secteur a déjà réalisés, parce que franchement, dans le cas du portefeuille, je ne sais pas s'il y a des sociétés qui ont été relancées, je ne sais pas s'il y en a qui ont été restructurées. Évidemment, je voulais plus m'appesantir sur une question qui m'est toujours posée à toutes les vacances parlementaires sur la sucrerie de Kiliba. En fait, juste pour une petite histoire, cette sucrerie que d'aucuns appellent la sucrerie du Kivu, elle regorgeait tous les besoins, la plupart des besoins en termes d'absorber le chômage dans le Kivu. Mais aujourd'hui, elle est vraiment en faillite il y a une vingtaine d'années. Et c'est là que je voudrais demander à la ministre d'État, quel est actuellement le statut de cette sucrerie. Parce que on a appris à boire et à manger, mais je crois celle qui est bien située à nous donner la lumière, mais aussi quelle est la situation de cette entreprise. Et enfin, est-ce qu'il y a des pistes par rapport à la relance, par rapport, je ne sais pas si à la restructuration, etc. Parce que la population ne rêve que la belle époque où cette société faisait de la production du sucre, où cette société employait des ressources humaines. Et c'est là qu'il convient de dire que dans les milieux où cette société est implantée, la majorité des jeunes, ou bien il y a vraiment beaucoup de jeunes qui sont dans des groupes armés parce qu'ils sont en chômage. Et donc, nous pensons qu'au lieu d'atténuer la problématique de la relance ou des résultats, il faudrait plutôt que le Parlement puisse accroître davantage les stylos rouges en termes de contrôle parlementaire. Merci, honorable président, pour la parole. Merci. La parole à définir l'état des lieux. Et pour l'état des lieux, je pense que je vais répondre quand je vais arriver à l'autre sénateur qui a soulevé.
de prise de mes fonctions comme ministre d'État au portefeuille, j'ai organisé la revue du portefeuille qui devrait reprendre les états des lieux de toutes les entreprises du portefeuille, dont la mienne. Avant les diagnostics posés par Copyright, moi-même, je me suis imprégnée des problèmes, des difficultés de la MIBA. Et parce que le mal est profond, je dois mettre aussi à profit les services techniques qui travaillent avec. Est tellement profond pour la MIBA que nous n'allons pas nous hasarder à ce que je vienne ici pour vous dire que la MIBA, dans 6 mois, dans 3 mois, il y a un plan avec un chronogramme. Non. Parce que la MIBA a connu déjà des difficultés, ça fait 30 ans. Et ce n'est pas en un jour ou en une année que nous allons venir vous donner un chronogramme pour dire qu'aujourd'hui nous allons relever la MIBA. Non. La réponse est simple, je pense que l'un l'a dit. C'est d'abord la volonté politique du chef de l'État de se dire qu'un gouvernement des warriors n'est pas là pour se plaindre, mais ce gouvernement est là devant un problème, cerner les contours et agir. Voilà la raison de ma présence dans votre haute chambre. Et 30 ans, le prix de revient et le prix de vente, comme on l'a soulevé. Effectivement, la MIBA d'abord dans ses problèmes, il y a des problèmes à ce qui concerne l'outil de production. C'est vrai que l'un l'a dit, que ce sont peut-être des refrains qui reviennent, mais on ne peut pas s'en passer. L'outil de production qui s'est déjà dégradé, les personnels vieillissants, la politique qui ne répond pas au cœur de métier de l'entreprise MIBA. Et la première des choses, c'est d'abord de scruter ces problèmes, poser les diagnostics, maintenant procéder à la relance. Et raison pour laquelle aujourd'hui nous tenons les taureaux par ses cornes pour dire que c'est vrai que ce n'est pas encore 5 ans que nous avons déjà effectué au gouvernement, mais que la MIBA, nous allons y apporter des solutions. Deuxième préoccupation. Pourquoi SACIM aujourd'hui est prospère que la MIBA? Mais c'est par le fait aussi de tisser les mauvais partenariats. C'est vrai que je suis là. Ceux qui ont assumé cette responsabilité à leur temps. Je n'étais pas là, mais j'ai subi. Parce que le monde des partenariats n'était pas bien défini, avec un agenda caché. Et ceux qui étaient là sont en vie, sont censés bien de répondre aux actes posés. Parce qu'il y a aussi une culture qui dit tout c'est pas sauf le passé. Quand on a posé des actes, même après autant d'années, on doit être capable de répondre. Voilà la raison pour laquelle je me suis résignée de ne pas me soumettre à cet exercice de la complaisance. C'est vrai qu'aujourd'hui, je viens avec un plan, pas de pouvoir proposer à la MIBA, effectivement, de donner les friandises, mais aujourd'hui, nous devons donner un médicament aigre, que quand la personne prend ça,
a des effets qu'on ne peut pas supporter, mais à la fin, on arrivera à avoir des solutions. Là, prononcé de cette expression dont vous avez parlé, Ghana, je me résigne. Pourquoi? Parce que si ces entreprises sont des Ghana, mais pourquoi ma présence? Je pense que c'est d'apporter ma contribution, d'apporter ma lumière naturelle, d'apporter ma compétence pour que ces entreprises soient réellement restructurées. Dès que ces entreprises seront restructurées, nous ne parlerons pas de Ghana. Et je reste convaincu, ferme, comme je l'ai conclu, vous n'étiez pas là, en disant que nous allons maintenant, parce qu'avec cette réforme, nous serons par l'échelle, nous sommes maintenant à l'étape du montage financier pour arriver à procéder à la relance de notre société d'animaux. J'espère qu'en toute humilité, j'ai rencontré les différentes interrogations que vous avez soulevées et je vous remercie de votre particulière attention. Vous pouvez regagner votre place, Madame la ministre d'État, parce que conformément à l'article 163, alinéa 4 de notre règlement intérieur, je vais accorder la parole au collègue Ilunga Chikwila. Prononcé de cette expression dont vous avez parlé, Ghana, je me résigne. Pourquoi? Parce que si ces entreprises sont des Ghana, mais pourquoi ma présence? Je pense que c'est d'apporter ma contribution, d'apporter ma lumière naturelle, d'apporter ma compétence pour que ces entreprises soient réellement restructurées. Dès que ces entreprises seront restructurées, nous ne parlerons pas de Ghana. Et je reste convaincu, ferme, comme je l'ai conclu, vous n'étiez pas là, en disant que nous allons maintenant, parce qu'avec cette réforme, nous irons par l'échelle, nous sommes maintenant à l'étape du montage financier pour arriver à procéder à la relance de notre société d'animaux. J'espère qu'en toute humilité, j'ai rencontré les différentes interrogations que vous avez soulevées et je vous remercie de votre particulière attention. Vous pouvez regagner votre place, Madame la ministre d'État, parce que conformément à l'article 163, alinéa 4 de notre règlement intérieur, je vais accorder la parole au collègue Ilunga Chikwila. Vous avez la parole, cher collègue. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur, chers collègues. Excellence, Madame le ministre d'État. Comme nous venons tous de suivre les interventions des collègues sénateurs très pertinentes sur les préoccupations soulevées, il va sans dire combien la question de la relance de la MIBA demeure épineuse et au centre de la vie à l'avenir de la province de Kasaï oriental et du pays tout entier. La MIBA, autrefois fleuron de l'économie nationale, mieux comme moteur de l'économie du Grand Kasaï en général et du Kasaï oriental en particulier. Madame le ministre, aujourd'hui, la MIBA ne se fait parler d'elle qu'en termes de récession et de finances sont tombées dans un trou noir depuis plusieurs décennies et peinent à se relever. Il y a donc lieu
et s'interroger sur la façon dont le gouvernement aborde cette situation qui a plongé la province du Kasaï oriental dans le cycle de misère prononcé. Ce que nous déplorons en tant que fils et filles de cette province, alors que le Grand Kasaï regorge aussi d'importantes réserves minières et des terres arables pouvant booster l'économie et épargner la population de cette souffrance criante qui n'a que perdu. Madame le ministre, l'exercice démocratique auquel nous sommes soumis ici ne peut avoir son sens que si et seulement si au sortir de cet hémicycle, la population est éclairée par le gouvernement au sujet de la relance de la MIBA. Nous ne voulons plus de promesses non tenues du gouvernement à la population du Kasaï oriental. L'heure des promesses est révolue. Ce sont des actions que nous attendons. Car notre mission est de veiller à ce que le gouvernement matérialise sa promesse faite à la population de relancer la MIBA pour redonner le souffle à la population de l'espace Kasaï. Ici, j'en appelle à la conscience patriotique et interpelle de nouveau le gouvernement, car il n'est plus un secret pour personne que les promesses du gouvernement faites à la population de relancer la MIBA ont été nombreuses et toujours non réalisées au désespoir de toute la communauté. Madame le ministre, si hier l'abandon de la MIBA était une punition contre la population kassaïenne, alors aujourd'hui, 3 ans après que le président Félix Antoine Tshisekedi est au pouvoir, c'est vraiment étonnant de voir cette grande société qui a tout donné de la République être placée dans les oubliettes du gouvernement, et nous avons comme impression que la situation de la relance de la MIBA reste un slogan. Madame le ministre, les raisons qui nous poussent à vous adresser la présente question orale avec débat sont multiples, à savoir 1. La MIBA accumule plus ou moins 250 mois d'arriérés de salaire et que la société n'est pas en mesure de payer un jour. Il faut retenir que cette dette sociale s'accroît chaque mois sans arrêt tant qu'elle ne soit honorée. 2. La MIBA n'a plus de fonds de roulement et ses concessions sont envahies par les créanciers artisanaux opportunistes, parmi lesquels figurent certains politiciens. Sans compter la confiscation de ces réserves stratégiques telles que celle de Chiboué, où l'assassin exploite, pour la remettre sans contrepartie entre les mains des politiciens déguisés en hommes d'affaires. 3. Le patrimoine de la MIBA est bradé au profit de certaines autorités en complicité avec les mandataires de la MIBA qui se sont fixés pour tâche de réduire la valeur active de la société. Et pour illustration, nous pouvons relever le cas des concessions de la MIBA loties anarchiquement sans respect des lois de la République. 4. Il y a des dragues des personnes privées, notamment ceux qui ne sont pas éligibles par la loi minière à exploiter les minéraux. Ils écrèment les gisements de la MIBA sans payer les droits irrélatifs. Madame le ministre, le ministère de portefeuille exerce la tutelle sur toutes les entreprises du portefeuille de l'État. Si rien n'est fait, la disparition de la MIBA sera consommée et laissera derrière elle des dettes non payées, ce qui entraînera des malaises sociaux et politiques qui engendreront une insécurité générale. L'État congolais étant
l'actionnaire majoritaire doit revoir les parts de l'actionnaire minoritaire, la CIPK. Cherche comment trouver une solution et octroyer les parts aux entreprises publiques internes. Toute curiosité consultée, il en découle que l'État doit revoir le part de la CIPK actionnaire minoritaire, son apport pour une solution et relancer la MIBA. Madame le ministre, sans vous rappeler le 5 millions de dollars américains donnés par le gouvernement de la MIBA, n'a rien rapporté comme relance de la MIBA. Suite aux multiples problèmes que connaît cette société et au tâtonnement de l'équipe dirigeante de cette société, cette somme a servi seulement au paiement du personnel et une autre partie devrait contribuer au renforcement de l'outil de production pour permettre à la MIBA de relancer activement ses activités. Mais Madame le ministre, ce dossier est classé sans suite. J'ai fait usage des outils qu'on a mis à ma disposition dans l'article 138 qui me garantit le contrôle des membres du gouvernement, et les initiatives parlementaires en général. Donc il y a légiférer des propositions de loi ou des nouvelles lois. Si je fais beaucoup de commentaires, ça sera du triomphalisme, comme je vous l'ai dit ici. Je ne fais que la volonté de la population du Kasaï oriental. N'est-ce pas, je suis l'émanation de l'Assemblée provinciale qui est la première institution de la province. Donc je ne fais que la volonté de la population. C'est la population qui est en train de croupir dans la misère, qui veut que la société minière de Bakonassa soit relevée. Mais ce n'est pas cette population-là qui devait venir ici à Kinshasa. Ils ont quelqu'un qu'ils ont mandaté. Et c'est moi le sénateur, l'émanation de la province. Bon, si j'étais satisfait, je ne pouvais pas donner mes recommandations dans la conclusion. Je pense que vous-même, vous pouvez toujours avoir la réponse. Je ne vais pas aussi trop faire de commentaires. C'est un exercice démocratique. Merci pour votre fidélité. Vous étiez très nombreux, mesdames et messieurs, pour suivre ce nouveau numéro d'actualité de ce mercredi 12 octobre 2022. Vous avez certainement compris que nous étions en direct ici à la Chambre haute du Parlement pour vous décrypter l'actualité du jour. Il s'agissait ici en direct de l'exposé en rapport avec la question orale avec débat adressé au ministre d'État en charge du portefeuille national sur la relance économique à travers l'entreprise minière qui œuvre dans la partie Grand Kasaï que le sénateur Ogi Ilunga a adressé à la ministre d'État en charge du portefeuille sur les relances économiques de l'entreprise minière MIBA. Merci parce que dans ce nouveau numéro d'actualité, vous avez suivi questions-réponses avec la ministre d'État et les sénateurs ou les représentants des provinces qui se sont heurtés tour à tour pour étaler leurs préoccupations, pour attendre également la réponse de la part du ministre d'État. Merci parce que vous étiez très nombreux. Restez connectés sur Top 243 News et abonnez-vous également. Lisez-nous sur www.top243news.com. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir dans un nouveau numéro d'actualité. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.